Moi, la boxe, ça m'a fait découvrir que j'avais un mental. Ok, Honnêtement. comme ça c'est clair et net. Mais c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Martial Azur Podcast en compagnie de deux pratiquants de boxe anglaise. Je vais vous demander d'abord de vous présenter pour l'enregistrement. Donc, si tu veux bien commencer, Aaron. Alors, je m'appelle Aaron Bertrand, j'ai 39 ans. Ça fait à peu près 15 ans que je suis dans la pratique de la boxe anglaise, en tout et pour tout, en tant que pratiquant et entraîneur. J'ai débuté à l'âge de 16 ans en 2002, ma première licence à la Fédération française de boxe. Donc, c'était de la BEA. Et ensuite, par la suite, j'ai même fait de la boxe loisir pour reprendre un petit peu le rythme. Et ensuite, je suis passé compétiteur. Donc, je suis diplômé fédéral depuis 2019. Donc, j'entraînais partiellement au départ et voilà, le temps de m'introduire. Et puis, par la suite, je suis devenu entraîneur officiellement. On va dire que je suis environ à 10 ans de coaching, si on peut appeler ça comme ça. Et Louisa, qui est pratiquante. Bonjour. Bonjour. Eh bien, moi, c'est Louisa, j'ai 28 ans. Ça va faire 4 ans cette année que je pratique, 2 ans en loisir et 2 ans bientôt en amateur aussi. Avec Aaron comme coach depuis donc, les débuts. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes tous les deux dans le même club, au Pugilist Club Niçois, qui est le plus ancien club de la ville de Nice. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aaron, c'est quoi la boxe ? La boxe, c'est un sport de combat, une discipline sportive, donc qui est réglementée, qui est encadrée. Si on devait définir la boxe en termes de règlement, à la différence par exemple de la boxe française, ou parce que là on parle de boxe anglaise, c'est quoi la différence par exemple entre la boxe anglaise et la boxe française ou la boxe thaï ? Alors, c'est un sport d'impact, mais on est uniquement limité aux points. Voilà, donc notre arme principale et unique, ce sont les points. Et pas tous les types de coups de poing. On ne peut pas frapper avec le côté du poing comme en karaté, où c'est vraiment que le devant du poing, c'est ça ? Exactement. En fait, on doit frapper avec les têtes des métacarpiens, les premières phalanges, on va dire. On doit cibler uniquement la face ou le corps au-dessus de la ceinture. Est-ce que tu trouves, toi, Louisa, dans la boxe anglaise, quelque chose de particulier par rapport aux autres sports que tu as pu pratiquer, par exemple ? Ben, moi, c'est mon premier sport de combat. Avant, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Je suis vraiment arrivée dans le milieu de la boxe en découverte totale. Et c'est ce qui m'a apporté, je pense, une discipline, que ce soit dans ma vie ou... Moi, je le vois vraiment comme un peu un échappatoire. Vraiment une discipline qui me permet d'être carré dans mes entraînements, dans parce ma que là, vie. c'est carré, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que je compare les entraînements avec les entraînements des arts martiaux ou d'autres sports de combat. C'est vrai qu'en boxe, c'est très strict. C'est assez axé conditions physiques aussi. Il y a une grosse partie de préparation physique, de conditionnement physique. Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste, les entraînements en boxe anglaise, un entraînement classique, par exemple, le déroulé ? En quoi ça consiste ? C'est une préparation au combat. Donc oui, c'est assez strict. Ça peut même paraître militaire parce que le combat, c'est la guerre, entre guillemets. Voilà, donc c'est deux individus qui vont s'affronter. Et donc dans la préparation, comme je disais au début, c'est un sport. On a besoin d'une condition physique. On va être à un moment donné limité. On a autant besoin du physique que de la technique. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Pour éviter de perdre techniquement, il faut avoir les ressources, mais ce serait dommage de perdre physiquement à cause d'un manque de conditions. Donc voilà, dans la préparation du boxeur, il y a l'aspect technique, l'aspect physique et bien évidemment le mental qui a un rôle très important derrière. Et il y a une prédominance de l'un sur l'autre, de la technique sur le physique, par exemple, ou l'inverse ? Une prédominance. Alors en réalité, j'en reviens encore au principe du sport, et d'ailleurs au fil de l'évolution d'un boxeur, on va augmenter le nombre de rounds. Par exemple, un boxeur amateur va faire du 3x3. Donc 3 rounds de 3 minutes, de 3 minutes avec 1 minute de temps de repos. Avec 1 minute de repos. Lorsqu'il va passer en professionnel, il va avoir un round supplémentaire, il va passer en 4, puis en 6 rounds de 3, 8, et on va pousser du coup l'athlète dans la fatigue en fait. Donc quelque part, on va rechercher justement l'épuisement pour pousser à la faute technique. Donc quelque part, pour moi, l'aspect physique, il est super important en fait, pour pouvoir exprimer sa technique le plus longtemps possible. Voilà, donc l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'il y a une dominance ? Ça va dépendre aussi de l'adversaire. Il y a énormément de facteurs en fait, énormément de critères qui vont rentrer en compte. Et on a besoin des deux. Certains devront travailler plus la technique, d'autres plus le physique. C'est ça dépend des profils. Exactement, ça va dépendre des profils. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend quand on est débutant ? Alors, je m'adresse plutôt à Louisa, parce que ça fait 4 ans que tu pratiques. Au début, est-ce que tu te souviens de ce que tu as appris au tout début, les premières leçons que tu as eues ? C'était technique, les bases.
se mettre en garde, tenir sa garde, les déplacements. C'était surtout technique. Après, il y a des trucs aussi qui concernent la condition physique, mais qui sont un peu techniques. Par exemple, je sais que les gens qui ont des problèmes de coordination avec la corde à sauter, ça peut être une catastrophe, comme ça peut être très bien selon les profils. C'est long la corde à sauter, je trouve. Moi, je l'ai depuis pas très longtemps, hein, vraiment. Tu as appris la corde à sauter en regardant les autres faire et en copiant. Comment tu as fait? Ouais, un petit peu. En regardant les autres qui faisaient des trucs des fois de malades à côté de moi, j'étais oh là là, mais je vais jamais y arriver. Et au final, c'est un peu toute seule. Je trouve d'un coup, je sais pas, comme si le cerveau il se connecte et dit ah ouais, en fait, c'est simple. C'est les pieds qui se coordonnent et puis en fait, c'est en le faisant. Ouais, en ça, répétant, il n'y a et pas après, 36 ça solutions. rentre, Faut essayer de le faire, puis on se rate, ouais, et puis on recommence. c'est ça. Bon, après, au bout de 4 ans, je fais toujours pas des trucs de malade en corde à sauter, hein, mais j'essaye. Et du coup, tu as appris les techniques de base. Donc, tu as parlé des déplacements, tu as parlé de la garde. Après, c'est quoi les techniques que tu as appris au début? Tout simplement les différents coups, envoyer un jab, envoyer un crochet, uppercut, un par un en fait. Et après, tu as aussi la défense que tu as dû apprendre petit à Aussi, petit. ouais. Ok. Donc, on apprend d'abord l'attaque, Aaron, avant d'apprendre la défense, ou l'inverse? Pour moi, on apprend d'abord la posture, la garde. On commence à prendre conscience de la protection, de la défense, puisque la garde elle consiste à avoir les mains hautes quand même en protection. Donc, est-ce ça doit rentrer en compte? Oui. On apprend à être stable aussi au niveau des appuis dans la garde. Donc, c'est tout un positionnement qu'on va avoir. Et ensuite, on va apprendre l'attitude. Donc, on doit être en appui dynamique pour être prêt à se déplacer. Donc, on se conditionne. Pour moi, voilà. D'abord, on apprend à se conditionner pour boxer. Et ensuite, on va délivrer les premiers coups, à savoir, généralement, on commence par les coups qui se donnent à distance, parce qu'un combat, il commence à distance. Les premiers coups qu'on va généralement porter vont se donner de loin, donc on va travailler d'abord les directs, surtout le bras avant, qui est super important, qui va servir à préparer la suite. Mais voilà, c'est dans ce sens-là que ça va... Généralement, chacun a sa méthode, mais généralement, ça va se passer comme ça. Et bien évidemment, sans mettre de côté les déplacements, parce que un ring, c'est en moyenne du 5 par 5. Et voilà, ça fait de l'espace, mine de rien, pour pouvoir s'exprimer. Et il y aurait une différence entre un compétiteur ou un gars qui viendrait en loisir sur la manière dont il apprendrait ou ce qu'il apprendrait? Pareil, une fois de plus, ça va dépendre de l'entraîneur, ça va dépendre des attentes et des besoins de chacun. Moi, personnellement, pour ma part, j'aime avoir un bon vivier de loisirs parce que déjà, premièrement, quand on vient s'inscrire en boxe, on recherche les sensations, pour moi, de la boxe. On a besoin de vivre la chose et de s'entraîner pour avoir les retours qu'on recherche. Et en plus de ça, un bon vivier de loisirs, pour moi, ça pousse, ça met la pression aux compétiteurs. Parce que parfois, il arrive que sur certaines séances, ils soient tous ensemble. Donc voilà, au plus on va pousser les loisirs, au plus ça va pousser les compétiteurs. Donc moi, je les entraîne un peu de la même manière, sans avoir les mêmes attentes. Voilà, je serai plus indulgent avec un loisir, plus strict avec un compétiteur, mais avec la même approche, quoi. Ok, et donc ils font tous les mêmes exercices, ils font tous du sparring, du combat plus ou moins dur, ou il y a des gens qui font moins de sparring, comment ça se passe? Alors tu relèves un point, oui, ce serait limite la seule nuance, c'est le côté sparring. Voilà, les loisirs vont peut-être faire plus des assauts à thème, ce sera plus ce qu'on appelle justement des assauts à la touche. Par contre, un compétiteur, il va être amené à faire des test matchs où vraiment on va lui demander de mettre un rythme qui s'apparente à ce qui se passe le jour du combat. Ok, et ça Louisa, toi tu as vécu un peu ou c'est comment les entraînements? C'est plus proche des compétiteurs au bout de 4 ans de boxe ou ça reste quand même un entraînement de loisir où tu viens juste pour satisfaire ta condition physique, tes exigences? Moi, j'ai vu la différence quand même entre les deux. C'est vrai qu'au début, j'allais à la boxe juste pour y aller, pour me défouler, découvrir le sport. Et maintenant, d'être en amateur, en fait, j'ai cet objectif de me dire, je veux évoluer, je veux gagner mes combats, etc. Et le fait d'avoir cet objectif en tête, je trouve que ça change aussi ma façon de m'entraîner. Où avant, c'était plus, je vais à la boxe pour passer du bon temps, découvrir le sport, me défouler un peu. Mais je trouve que mentalement, c'est ça qui fait la différence d'avoir cet objectif. Maintenant, il y a des objectifs vraiment de compétition. Ouais, c'est ça. Donc, ça change aussi peut-être l'intensité de l'entraînement chez un compétiteur. L'entraîneur, il va pas attendre les mêmes choses, comme je disais. Mais en plus de ça, le boxeur, il va avoir une pression. Il a au-dessus de lui la pensée que son adversaire, il est en train de se préparer à mener un combat et généralement, on sait que ça va être dur et ça nous pousse. Et donc, tu as un double rôle en fait. Tu as à la fois le rôle d'entraîneur pour les loisirs et les compétiteurs, mais tu as le rôle de coach. C'est-à-dire que tu es dans le coin du ring, tu donnes les consignes quand il y a un combat, tu vas coacher ton boxeur pour l'amener au meilleur résultat possible. Voilà, c'est ça. Il y a un suivi en fait du début de sa préparation jusqu'au combat. Je gère le coach, l'entraîneur de compétiteur, tu veux dire? Ok. Celui-là, il va devoir avoir des mots justes déjà. Il va devoir connaître
un peu plus son combattant, j'ai envie de dire, pas forcément son élève, mais son combattant, parce qu'il y a un monde entre s'entraîner histoire de faire du sport, transpirer, avoir une bonne condition physique et une bonne hygiène de vie, et chercher le combat et la performance sportive. Voilà. En fonction des caractères, on va devoir s'adapter. Donc il y a un rôle un peu psychologique aussi. Ouais. On fait du psychologique. On va devoir gérer le mental du boxeur en fonction de son caractère. Voilà. Donc oui, il y a une proximité entre boxeur et compétiteur et entraîneur. Et tu peux corriger quelqu'un quand il est dans le ring? C'est un truc qu'on me demande souvent. Est-ce que, par exemple, t'envoies un mec en compétition, t'es dans le coin, tu le coaches, et il fait une connerie à chaque fois. Tu vois que, par exemple, il met son jab et il revient trop bas, et tu peux donner des consignes ou c'est trop tard? On prépare au mieux le boxeur pour qu'il monte dans le ring. Maintenant, personne n'est parfait. Le combat parfait n'existe pas, le combattant parfait n'existe pas. On doit savoir le jour J gérer pour gagner avec ses qualités. Voilà. On est conscient des défauts qu'on peut avoir. Généralement, quand on envoie un boxeur au combat, on essaye de s'assurer le moins possible de défauts de sa part pour qu'il puisse gagner. Maintenant, comme je dis moi à mes boxeurs, le jour J, on n'apprend pas à boxer en fait. On est là, on doit donner le meilleur, on doit se servir de ses qualités. Les défauts, malheureusement, oui, on fait des rappels. Si les mains descendent, on va lui rappeler de monter ses mains. Je te vois des fois au club, on va pas le cacher, on est des fois au club tous les deux, et je te vois des fois hurler. Bon, c'est les test matchs, donc là tu peux corriger. Et tu dis mais putain, fais comme ci, fais comme ça. Et donc là, tu essayes justement de corriger en situation pour que le jour J, il n'ait pas ce problème ou ce défaut. Oui et non. Oui. Mais le jour J, il y a toujours des défauts. Donc le jour J, je peux me retrouver avec la même attitude, justement, et c'est des rappels. C'est donc là, le coach, le jour du combat, il va donner des instructions de nature différente dans le coin, plutôt de s'économiser, de conditions physiques. Quel genre d'instructions tu donnes quand tu es dans le coin? Alors les instructions, elles vont dépendre déjà du boxeur que j'ai. Si c'est un petit gabarit pour sa catégorie, il va falloir qu'il boxe d'une certaine manière. Si c'est un grand gabarit, quand je dis grand ou petit, ça va être en fonction de l'adversaire aussi. Donc voilà, ça va dépendre de ça. J'ai des boxeurs qui vont être gauchers, d'autres droitiers. J'ai des boxeurs qui vont avoir une bonne qualité technique, d'autres qui vont être plutôt agressifs, d'autres plutôt défensifs, un petit peu moins vaillants. Ce qui fait pas, c'est pas forcément un défaut non plus, hein, si c'est bien utilisé. Et en fonction du profil du boxeur, il va y avoir des consignes qui sont différentes. Il y en a, je sais que je peux leur parler de manière plus dure. Il y en a, je vais faire attention aux mots que j'emploie parce que je veux pas les mettre dans l'inconfort non plus. Donc il faut que... Ouais, le coach est un peu le psychologue du boxeur. Ouais, ouais, c'est un travail. C'est pas que des consignes A plus B et c'est réglé, non. Et du coup, toi, Louisa, à la salle, maintenant que tu es passée en amateur, tu vois cette évolution aussi du rôle du coach avec toi qui essaie de te pousser pour avoir une meilleure boxe, de meilleurs résultats? Oui, oui, quand même. C'est vrai qu'en loisir, c'est pas pareil. Tu me corrigeais, mais c'était plus light, entre guillemets. C'est vrai que là, je sais que tu nous pousses aussi à y aller, quoi. Enfin, nous donner des conseils. Des fois, oui, on se fait crier dessus. Voilà, c'est comme ça. Et t'as appris plus au niveau technique depuis que t'es en boxe amateur, ou c'est les mêmes techniques exactement, mais avec plus d'intensité ou d'une manière différente? Je dirais avec plus d'intensité quand même. C'est vrai que quand je repense au loisir, on prenait quand même plus le temps de voir certaines techniques, etc. Là, c'est différent, c'est quand même plus d'intensité. Après, il y a la base qui est là. Donc forcément, Oui. À partir de cette base, on peut évoluer. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est quoi la différence de mental entre le loisir et la boxe amateur? Tu as une vraie différence dans ta façon de te préparer, de t'entraîner, de te conditionner? Ouais, quand même. Moi, la boxe, ça m'a fait découvrir que j'avais un mental. Ok. Honnêtement. Comme ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai, je pensais pas parce que c'est vrai que quand on voit la boxe d'un œil extérieur sans y connaître rien au début, c'est bon, on voit deux personnes se taper dessus, voilà, c'est comme ça. Mais derrière, en fait, c'est tout un travail, bien sûr, de technique et de physique, mais moi, je trouve aussi il y a le mental. En fait, je trouve que c'est les trois clés en fait pour réussir. Et parce qu'on peut avoir une super technique, on peut avoir un super physique, mais si on n'a pas de mental en boxe, je trouve, ouais. On s'effondre à la fin du premier round. Et puis, il faut tenir aussi, je sais qu'au début, le cardio, c'est dur. Il faut tenir à la fois le cardio, tout en prenant des tartes dans la gueule. Donc, c'est compliqué au début, en général. C'est ça. Puis en boxe, on met son ego de côté aussi, je trouve. Parce que même si on a le mental, des fois, il y a des moments durs où on remet un peu tout en question. On se dit, qu'est-ce que je fais là, en fait? Ouais. En fait Pourquoi j'ai décidé de me mettre dans cette galère? Vous feriez tous d'excellents karatékas, parce qu'en karaté, ils ont un principe triple, Shin, Gi, Tai. L'esprit, la technique, le corps. Donc, littéralement, le mental, la technique, le physique. Pour tous les arts de
combat, je suppose que c'est pareil. Maintenant, c'est vrai que diriger un club, c'est très différent que diriger un boxeur unique. Ça nécessite de pouvoir s'adapter à tous les types de boxeurs, que ce soit leur morphologie, leur mental, etc. Est-ce que toi, tu as été amené à faire évoluer ta méthode d'enseignement depuis cette dizaine d'années que tu enseignes? Oui, on apprend tous les jours en fait, on apprend toute notre vie. Donc en fonction des groupes en fonction des saisons déjà, on va avoir des profils différents, des boxeurs qui partent, des nouveaux qui arrivent. Et en fonction des groupes, on va devoir s'organiser différemment. Les exercices, on va les adapter aussi. Mais oui, dans l'enseignement, il y a des choses qu'on finit par écarter. Moi, personnellement, des fois, je trouve plus d'efficacité, plus de rendu surtout, de retour positif sur certains exercices que sur d'autres. Donc, automatiquement, je vais mettre l'accent sur certains points et d'autres. Même dans la pratique, en fait, dans l'approche, dans ce qu'on recherche, ce qu'on cherche à transmettre aux boxeurs, certains types d'exercices, pour moi, vont être plus adaptés que d'autres. Les exercices qui sont proposés par la FFB, il y a énormément d'exercices de coordination main-jambe, des trucs avec des échelles de rythme, etc. Ça se faisait pas encore il y a 20 ans. Disons que ça se faisait moins et on évolue tout le temps. Donc, ils ont pris conscience qu'il n'y a pas seulement qu'avoir du cardio et du courage en boxe. Il y a aussi toute cette gestion de l'espace, cette agilité en fait. On recherche l'agilité. Donc, on va aller chercher dans des exercices qui vont faire évoluer l'agilité. Il y a même des exercices de réflexe qui ressortent beaucoup. J'étais pas là il y a 50 ans pour dire ce qu'ils faisaient, donc je peux pas dire qu'ils faisaient pas d'exercices de coordination ou d'agilité et de réflexe, mais j'ai l'impression que ça vient de plus en plus, quoi. C'est de plus en plus en vogue. Tu as fait ça un peu, Louisa, les échelles de rythme, les exercices avec plutôt de la motricité? Oui, on varie quand même. On fait pas que se taper dessus tout chaque entraînement. Donc on varie quand même. Faut que je présente pour les auditeurs parce que les pratiquants d'arts martiaux, ils voient souvent la boxe anglaise comme un extrême, c'est-à-dire il y a que les coups de poing, donc c'est très limité techniquement. Il y a pas les coups de pied, il y a pas les coups de coude, il y a rien de tout ça. Oui, justement, très limité techniquement, en fait, oui et non, parce que le fait d'être limité à certaines armes, ça nous pousse à développer d'autres sens, voilà, il y a énormément de choses à faire, justement, au final, au niveau de la mobilité, des déplacements, des intentions aussi. On va varier tout ça. On a une durée de combat, 3 minutes, c'est quand même long. 3 minutes, il se passe des choses en 3 minutes, beaucoup de choses. Donc en fait, on va aller plus loin que uniquement se mettre justement des coups sur la tronche avec des coups de poing, et on va devoir gérer d'autres choses. Les techniques de boxe sont plus variées que ce que les gens imaginent. Par exemple, tu as 10 façons de mettre un jab. Et selon les profils, tu enseigneras pas ou le gars trouvera pas par lui-même la même façon. Exactement. Chaque coup, il va être proposé par rapport à la distance à laquelle on se positionne. Et ensuite, comme tu le dis, selon la morphologie, selon le gabarit de chacun, voilà. On a même un placement, une manière de se tenir qui va jouer sur en fait nos appuis et les coups qui vont être plus favorables pour chaque boxeur. Voilà, il y a des boxeurs qui vont être super bons avec le jab, d'autres on aura beau travailler le jab éternellement, ils vont pas réussir à atteindre le niveau du collègue à côté, ils auront plus de facilité sur d'autres coups, et comme je disais tout à l'heure, en fait, il faut réussir à déceler les points forts du boxeur pour pouvoir justement faire ses armes principales, quoi. Et toi, Louisa, quand tu as commencé à boxer en amateur, tu as vu qu'il y avait certaines choses que tu arrivais à mieux faire que tes adversaires, par exemple, que tu arrivais sur certains domaines à les cadrer ou... Et moi, j'ai cet avantage d'être grande pour une femme quand même, et au début, je trouve on se cherche quand même dans son style, je me cherche toujours, hein, d'ailleurs on évolue toujours, mais je trouve qu'en fait chaque boxeur a quand même un style différent de boxer, ses atouts, et moi je sais que j'ai une très longue allonge et j'essaie de la travailler encore, et je pense qu'être meilleure quand même quand je boxe à distance, mais bon, c'est quelque chose que je travaille encore et que je cherche encore. Et donc tu as modifié, en comprenant ça, tu as modifié un peu ta façon de t'entraîner ou de pratiquer? Je pense, oui, parce que quand j'ai commencé, c'est pas forcément quelque chose dont je me rendais compte, et c'est vrai qu'en le travaillant, oui, je pense que inconsciemment j'ai changé des choses par rapport au début, oui. Ok, parce que c'est vrai qu'en boxe anglaise, tu as souvent cette comparaison, par exemple, entre les gens comme Mike Tyson ou Mohamed Ali, tu vois, des gens qui soit boxent à très courte distance, ou au contraire cherchent à contrer, esquiver, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette division en deux? Est-ce que c'est si distinct que ça? Oui, c'est très distinct. C'est vraiment différent, puisque c'est pas les mêmes risques, en fait. C'est une question de risque surtout. Plus on va prendre de coups, au plus ça va être dangereux et dur d'en donner aussi. En même temps, au plus on est proche, une fois de plus, on en revient au profil du boxeur. Ça va dépendre du tempérament de chacun. Ces grandes stars, ces légendes, elles font à la fois du bien et à la fois du mal. Ouais, j'en ai parlé aussi avec les judokas qui me disaient la même chose. Des fois, ils essayent de copier les jeunes des styles de grands judokas.
Et c'est pas du tout adapté à leur façon de boxer naturelle. T'as la même chose en boxe? Il se passe la même chose. En fait, je sais pas si tes auditeurs auront les références, mais bon, je sais pas à l'époque de Mohamed Ali, mais moi, quand j'ai débuté la boxe, j'étais adolescent. On rentrait dans une salle de boxe, on pensait à Mike Tyson. Et donc, même les petits poids, les poids légers, les coqs et les mouches, cherchaient à boxer comme Mike Tyson, alors que leur qualité principale, c'était la vitesse de bras. Ouais. Et donc, au lieu de chercher la vitesse, ils cherchaient la puissance et du coup, ils perdaient en qualité. Par la suite, on est passé sur des Floyd Mayweather qui étaient des super contreurs avec des super coups d'œil, qui cherchaient la vitesse, ou des Manny Pacquiao. Et là, c'est l'inverse. On se retrouvait avec des poids lourds qui cherchaient à mitrailler. Et au final, ils dépliaient pas les bras. Ils s'épuisaient, ils s'essoraient à chercher un style qui leur correspondait pas. Donc, ça fait du bien parce que ça attire, il y a de l'engouement autour des légendes, tout ça, des grands boxeurs. Ça ramène du monde dans la boxe. Mais en même temps, chez les compétiteurs qui regardent trop de vidéos, ça fait du mal. Voilà. Après, tu utilises toi la vidéo à l'entraînement ou pas du tout? Ou pour entraîner les boxeurs ou... Très peu, non, je suis pas dans la vidéo. J'utilise la vidéo quand je dois. Enfin, je sais pas si ça peut être perçu comme de la triche, mais bon, si j'ai une vidéo qui me passe sous les yeux d'un adversaire, je vais regarder et je vais analyser parce que c'est le but du combat, c'est de le gagner. Donc, au plus un homme averti en vaut deux. Donc, au plus on est préparé, au plus. Ça se fait longtemps. Mais en boxe anglaise, ça se fait depuis assez longtemps. Ça fait depuis assez longtemps. Bah, maintenant, en plus, il y a plus de vidéos qu'à l'époque. Ouais. Avant, c'était que les professionnels. Maintenant, en amateur, un type se filme au sac et le montre à tout le monde. Donc, on essaye même puis les boxeurs sont beaucoup plus dépendants de leur communication pour avoir des sponsors. Donc, ils sont obligés de se montrer beaucoup plus. Ouais. Et du coup, tu utilises un peu ça des fois quand tu vois un peu... Moi, la vidéo, personnellement, dans l'entraînement, ça m'est arrivé quelques fois de filmer des sparring de boxeurs en train de s'affronter pour leur montrer la vidéo, mais c'est pas mon, voilà, je suis plus sur le contact humain, la confiance directe, les mots, que sur la vidéo. Il peut m'arriver de dire à un boxeur, regarde ce type de boxeur, ce type de profil. C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé de dire, essaye de t'inspirer de ce boxeur-là, parce que des points communs entre mon boxeur et ce type de champion, je vais chercher à le diriger pour qu'il ait un visu de ce qu'il pourrait être capable de produire, voilà, sans prétention, hein, mais voilà, qui collerait à son type de boxe. Ouais, ok, parce que ça se fait un peu de montrer les vidéos. Bah, des fois, en se voyant boxer et en voyant les conneries qu'on fait, on comprend beaucoup mieux ce qu'il faut corriger que si le prof il nous le dit et on se rend pas compte du nombre d'erreurs qu'on fait. Des gens qui ont l'impression d'avoir une très bonne garde, bien haute, bien fermée et tout, ils se voient la vidéo, ils se rendent compte que c'est plein de trous, c'est une catastrophe, quoi. Est-ce que tu trouves des différences dans l'entraînement entre les cours de boxe féminine, par exemple, et les cours de boxe où il y a tout le monde, les cours amateurs, par exemple? J'ai souvent été... on est en minorité, hein, forcément, les femmes dans la boxe quand même, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé, j'ai toujours été un peu là, soit on était deux, soit j'étais toute seule, et surtout depuis en amateur, je suis souvent la seule fille dans le groupe, mais je vois pas honnêtement, je vois pas de différence de traitement. En tout cas, pour mon coach, hein, c'est vrai que tu nous traites de la même façon. Hein, Tout le monde doit rentrer dans le rang, il n'y a pas de point. Ouais, mais c'est ce que je veux aussi, hein, parce que on n'a pas été différemment finalement. Je le verrais peut-être plus par rapport à mes adversaires, enfin pas mes adversaires, mais les personnes avec qui je m'entraîne, où des fois, oui, ils vont peut-être avoir un peu plus du mal à... Par exemple, si on sparring, parce que forcément, on met les gants aussi avec des hommes. Puis hein. elles recherchent peut-être pas les mêmes objectifs dans le cours de boxe féminine que dans le cours de boxe amateur, où là, il y a un vrai objectif de compétition. Le cours de boxe féminine, c'est plutôt loisir, non? Oui, la plupart du temps, oui, quand même. J'ai rencontré peu de boxeuses amateurs quand même qui s'entraînent avec moi. Ok, et est-ce qu'elles ont des attentes différentes, tu penses, quand elles arrivent au cours de boxe féminine? Je pense que c'est plus pour se dépasser quand même. Comme moi au début quand j'ai commencé, hein, se dépasser, faire du sport, bouger, se mettre un petit défi aussi, je pense. Il y a un dernier type de cours dont on n'a pas parlé, que tu as évoqué, Aaron, c'est la boxe éducative. Tu as parlé des BEA tout à l'heure, donc boxe éducative asso. Est-ce qu'il y a une vraie différence de traitement dans l'enseignement de la boxe éducative asso ou celui des adultes? Alors, la boxe éducative asso, on peut l'apparenter à la boxe loisir en fait. On va être beaucoup sur les bases, puisqu'on apprend la technique. Donc, le loisir, il va avoir une approche un peu de BEA, puisqu'il va découvrir la boxe un peu sur le tard. Il a 18 ans. Il vient, il fait de la boxe loisir. On va lui montrer les premiers gestes, alors qu'un compétiteur qui a commencé plus tôt, il rentre dans le vif, dans le combat, voilà, dans tout ce côté dur, l'aspect physique et mental, puisqu'il a toutes ces bases, normalement, qu'il a déjà vécu en
en boxe éducative. La boxe éducative, c'est quoi? C'est un gamin qui va s'inscrire en boxe, il va accéder au premier entraînement. Alors, je dis pas qu'on met de côté le physique, mais le corps, il n'est pas prêt à subir des longues séries qui vont tirer sur le cardio ou sur le musculaire. Il va avoir beaucoup de techniques et toujours avec du rythme s'il doit faire de la compétition, mais voilà, il n'aura pas ce côté-là dur dans la résistance, dans l'épreuve. Donc c'est plutôt un entraînement qui est porté sur la technique et aussi sur la motricité. Justement, on en a parlé. J'ai vu le programme des BEA, c'est beaucoup d'exercices justement avec les échelles, ce genre de choses. Voilà, échelle de rythme, coordination, surtout que à l'adolescence, on change, le corps grandit, donc faut essayer de travailler cette agilité et ces repères dans l'espace, puisque on bouge, on est différent. À 11 ans, on n'a pas le même gabarit qu'à 16 ans. Est-ce que tu as vu une évolution? J'en ai parlé avec les judokas et les karatékas qui étaient d'accord. Ils m'ont dit que les jeunes de ces années-là, 2020, 2026, ils ont moins de motricité au début que les jeunes, par exemple, du début des années 2000. Peut-être qu'ils ont plus de motricité sur les écrans de téléphone. Peut-être qu'ils sont meilleurs avec les pouces et les doigts, je sais pas. Non, mais si on doit évoquer le sujet, peut-être quand j'étais gamin, à 7 ans, j'étais dans la forêt, on montait dans les arbres, on faisait des cabanes, tout ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de gamins aujourd'hui de 7 ans qui sont dans la forêt en train de monter dans les arbres. Je pense qu'ils jouent plus à la PlayStation. Donc automatiquement, le train de vie, de manière générale, il nous rendait peut-être plus dégourdis. Et encore, même nous, comparé à ceux d'avant, on était déjà peut-être moins exposés à être dégourdis. Et peut-être que ça joue. Mais en tous les cas, au club, toi, quand tu enseignes la BEA, tu n'as pas vu d'évolution sur ces dernières années? Non, pas forcément. Puis à cet âge-là, c'est dur de se prononcer. Il y a des dégourdis, oui, il y en a des plus dégourdis que d'autres. Maintenant, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est est-ce que c'est leur train de vie? Est-ce que c'est leur manière d'être? Est-ce que c'est mental? Mais bon, le but pour moi, dans tous les cas, c'est de les rendre dégourdis. Donc que je parte de loin ou de près, c'est la même chose. Et tu utilises le programme de la Fédé ou tu as un programme que tu t'es fait toi petit à petit? Dans les gants de couleur, ils se servent justement de plusieurs exercices, motricité, échelle de rythme. Il y a autre chose que les échelles de rythme. Il y a des cerceaux, j'ai même des roues de voiture, j'ai des pneus pour me servir en guise d'outil. Mais oui, on va quand même se servir de certains exercices qui existent. On va même chaque coach, il est libre de les adapter, les modifier en fonction de son public, en fonction de ses attentes, ses recherches. Et voilà, donc oui, ça s'apparente, ça reste de la boxe. De toute façon, c'est le même sport, on se sert des mêmes parties du corps, donc on va jouer avec les exercices qu'il y a dans les gants de couleur. Toi, maintenant, tu es passé en amateur, tu as commencé à boxer. Est-ce que ça a changé quelque chose sur ta condition physique générale? Tu remarques peut-être depuis que tu t'entraînes plus sérieusement? Oui, oui, largement. En fait, ça m'a déjà donné cette discipline de m'entraîner régulièrement. À côté de ça, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin parce que je vais aussi à la salle de sport pour la musculation, pour me renforcer. Je trouve que c'est quand même aussi important dans le milieu de la boxe. Je vais courir aussi pour mon endurance, le cardio, plus les entraînements de boxe. Donc ça me fait un bon rythme quand même sur la semaine. Mais oui, ma condition physique, elle a largement changé. Et pour avoir commencé tard la boxe, je suis plus en forme là, à cet âge-là que quand j'avais 20 ans, honnêtement. Okay. Donc ouais, ça peut quand même aussi améliorer ta condition physique générale. C'est pas que spécifique à la boxe. Pas spécifique à la boxe, non, vraiment en général. Je me sens, même si après un entraînement, on est KO, honnêtement, après en général, je trouve je me sens quand même plus en forme, physiquement, musculairement, ça fait... Décris un peu ton entraînement de base. Quand tu arrives dans la salle, tu commences par faire quoi, par exemple? Échauffement. On commence par l'échauffement, on court un peu, on va échauffer le bas du corps, les bras. Avec quel type d'exercice? Corde à sauter, shadow, ce genre de truc? Oui, ça dépend des jours. Des fois, on commence à la corde à sauter. Sinon, on commence en courant. Ça dépend des jours, ça dépend des entraînements. Ok, et une fois que l'échauffement est fait, vous faites quoi comme exercice? La plupart du temps, on commence par des rampes de shadow. Donc beaucoup de shadow pour faire monter le rythme cardiaque. Et ensuite, une fois que le shadow est fait, vous passez sur des exercices techniques, par exemple? Oui, exercices techniques ou exercices physiques. Le lundi, c'est full physique. Je peux prendre la parole. Le shadow, c'est pas un simple... On peut s'en servir comme échauffement. Je pense qu'il y en a qui font du shadow en échauffement, mais c'est pas un simple exercice d'échauffement ou de gymnastique. Quand je dis de gymnastique, c'est de dépense physique. C'est un exercice technique aussi, le shadow. Il faut vraiment faire de la projection. Il y a un travail mental. On doit s'imaginer l'adversaire. C'est pas simplement envoyer des coups dans le vide pour se dépenser. Maintenant, bien sûr qu'on va varier les rythmes pour apprendre à boxer en variant les rythmes, c'est très important. Il y a de la projection, il y a de la technique. Je vais essayer des enchaînements en shadow, je vais voir niveau
niveau stabilité, coordination, est-ce que ça colle bien, est-ce que ça rentre. Donc c'est un travail vraiment complet le shadow. C'est un truc dont j'ai parlé avec un gars qui est spécialiste de la motricité dans un autre podcast. Et il m'a dit qu'effectivement, le shadow, ça nécessite de mettre le cerveau sur on. Parce que toi et moi, on le sait maintenant, tu as beaucoup de boxeurs, tu leur dis shadow, ils mettent le cerveau sur off et puis ils font des mouvements dans le vent pendant 15 minutes, quoi. Comme je dis, le shadow, il faut penser à sa mobilité aux jambes, il faut penser à sa mobilité du buste et ses moyens de défense. Donc, c'est pas uniquement frapper dans le vide, il faut aussi simuler des protections. Hein. Je dois imaginer qu'on m'attaque. Il faut penser à ses bras, à ce que je vais faire. Mais c'est surtout aussi la tête qui travaille pendant le shadow et la respiration. Et donc, tu demandes à un boxeur de travailler en shadow, par exemple, des combinaisons ou des techniques que tu lui aurais montrées dans une séance précédente ? Bien sûr, même des intentions. Je vais shadow en intention d'attaque. Et voilà, ils n'ont pas le choix, ils doivent travailler de manière très offensive. Shadow en intention de contrôle. Explique ce que c'est que les intentions d'attaque. Alors, une intention d'attaque, c'est simple, c'est le principe de rechercher à attaquer, c'est-à-dire à rentrer, à placer son bras arrière ou à venir à mi-distance, donc pour rentrer avec des coups plus durs que des directs, pour causer plus de dommages, plus de dégâts sur l'adversaire. Donc une intention d'attaque, ça va être de la préparation, beaucoup de feintes, on va jouer sur l'approche. Une intention de défense, ça va être surtout pour fuir, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'on ne fuit jamais un combat, hein, on est dans le ring, mais il y a des moments où on doit savoir récupérer, sortir ou casser la dynamique de l'autre. S'il est sur une lancée, il a touché ou on est un petit peu court physiquement, il faut savoir sortir et se mettre à l'abri. Donc des intentions de défense qui amènent souvent à des intentions de contre-attaque aussi, ça c'est une intention qui se travaille. Je vais avoir une attitude défensive dans l'idée de contre-attaquer, de créer la surprise, et il y a des intentions de contrôle aussi. Intention de contrôle, je vais me servir beaucoup de ma mobilité et perturber, essayer d'occuper un maximum le ring pour imposer mon rythme. Donc ça se travaille en shadow par exemple. On peut, shadow, intention de défense, intention d'attaque. Voilà. Donc il y a de la tactique, il y a de la technique, il y a beaucoup de choses dans le shadow. Il y a du physique aussi. Mais c'est vrai que la plupart des clubs, d'après ce que je comprends, utilisent le shadow comme un exercice d'échauffement ou un exercice plutôt physique que technique. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment comme un exercice complet. Pour moi, c'est un des exercices principaux du boxeur. Et si t'as rien pour t'entraîner, t'as le shadow, c'est magnifique. Et du coup, on a parlé un petit peu de la boxe loisir, un petit peu de la boxe en compétition. En compétition, quand t'as fait tes premiers combats, qu'est-ce que t'as découvert que tu savais pas sur la boxe ? Ce qu'on voit surtout en compétition, c'est vraiment, on est dans tout le règlement qu'on connaît, hein, forcément, mais qu'on voit en application. Pendant un combat, par exemple, on va être repris sur des têtes, la tête trop basse, les mains ouvertes, etc. On connaît ces règles-là, mais c'est vrai que vu que ça passe très vite, un combat, c'est des choses où on va pas forcément se rendre compte qu'on fait toutes ces petites erreurs aussi, parce que là, il y a vraiment un arbitre qui nous encadre sur toutes ces petites erreurs-là, donc c'est surtout ça. Donc surtout des fautes de tête, ce qu'on appelle des fautes de tête, c'est-à-dire quand le boxeur il a la tête trop penchée en avant et que ça risque de mettre des coups de boule, parce que ça arrive de temps en temps, par accident, entre guillemets, parce que des fois. Et est-ce qu'il y a des trucs que tu as découvert, pas seulement à propos du règlement, mais aussi à propos de la manière de boxer sur le ring ? Sur le ring, je trouve que pendant un combat officiel, tout va 2 fois plus vite. Je trouve en tout cas que ça passe beaucoup plus vite. On n'a pas le temps de réfléchir. On est sur le ring, on y est, ça démarre et puis ça s'enchaîne et faut avoir le cerveau on, mais ça passe vraiment très vite. Donc je trouve que c'est quand même une manière assez différente de boxer où on est, même si on fait des sparring au club, on est quand même un peu plus détendu, même si c'est quand même pour bosser. Mais là, je trouve quand même qu'en compétition officielle, ça passe beaucoup plus vite. Tu as le temps quand même d'analyser un peu la boxe de ton adversaire, te dire ok, il fait plutôt ça, je vais faire plutôt ça, ou au contraire, c'est le rush total ? Un petit peu, mais je trouve qu'il faut vraiment le faire, faut vraiment se forcer à le faire parce que sinon, on laisse son combat passer sans pouvoir agir et je trouve que c'est quand même un gros effort de se dire faut que j'arrive à analyser un minimum pour pas non plus boxer sans réfléchir. Parce que ça existe, ça, des boxeurs qui, une fois sur le ring, quand le gong sonne, le cerveau, il est parti en vacances et il boxe en automatique. Alors généralement, ça va dépendre de l'expérience. Donc dans les premiers combats, c'est carrément vision tunnel. Il y en a certains qui n'entendent rien au conseil du coach. C'est vraiment, on est pris dans on est en transe, on est pris par le combat. On fait ce qu'on peut, en gros. On est sur un mode survie. On frappe, on tente de ne pas prendre de coups, mais on n'analyse pas. Et après, on va gagner en lucidité
par expérience, par habitude. Mais ce qui est dur dans la boxe amateur, c'est qu'il faut être capable de s'adapter, d'analyser en boxant en fait. Ça, tout se fait un peu en même temps quand on ne connaît pas son adversaire. Je pense que c'est la gestion du stress le point clé, parce que quand on a l'habitude de faire des combats, on n'a plus ce stress de prendre des coups, ou moins quand même. Et donc du coup, on garde plus de lucidité. Alors qu'un boxeur dont c'est le premier combat, c'est dur pour le mental de dire bon, je vais aller là et là, je vais prendre des coups, mais c'est pas grave, j'y vais. Oui, surtout qu'en fait, on se prépare pour le combat. Nous-mêmes, les coachs, on dit à nos boxeurs, vous êtes prêts? Quand on dit qu'un boxeur est prêt, c'est que physiquement, techniquement et mentalement, il a le nécessaire pour partir au combat. Mais est-ce qu'on est prêt pour l'inconnu en réalité? On n'est jamais vraiment prêt. Donc, Et avant les combats officiels, tu les envoies des fois faire des interclubs ou des trucs un peu préparatifs? ça arrive de tourner dans des clubs d'amis. Donc de la boxe, et ça c'est surtout pour le côté mental, hein. C'est vraiment pour les préparer justement à ce stress, à se retrouver face à l'inconnu, à découvrir, voilà, c'est de la mise en situation. Je vois que Louisa acquiesce. T'as fait ça aussi, des événements préparatoires avant les combats? Oui, quand même. Je trouve, ouais, c'est vraiment mental. Parce qu'on va dans l'inconnu aussi, donc Et puis c'est pas dans le même club, des fois c'est justement dans le club de quelqu'un d'autre, donc c'est un lieu inconnu, c'est un peu comme quand on arrive en compétition dans un gymnase qu'on connaît pas. C'est un peu différent la manière de boxer dans les autres clubs, d'après ce que tu as pu voir, ou c'est partout pareil? Bon, je pense que c'est différent partout, la base reste la même, mais bon, je pense que chaque entraîneur a sa manière à lui. T'as rencontré des adversaires qui avaient des stratégies bizarres ou des techniques folkloriques, où ils essayaient juste de t'arracher la tête et c'était... Pas forcément, ouais. Je trouve qu'on n'a pas forcément le temps de le voir non plus en compétition. Après, t'as fait du 3 minutes par 3 rounds, c'est ça? 2. 2, ok. Oui, au début, c'est deux rounds de 3 minutes, si j'ai bien compris. Alors dans les premiers... Oui, c'est 3 rounds de 2 minutes. Ouais, Ok. Donc on descend un peu la durée pour éviter de taper trop sur le cardio sur les premiers événements. En fait, statistiquement, on a constaté que c'est dans la 3e minute qu'il y a le plus d'accidents. Parce que le chaos, c'est un accident, hein. Même si un accident, ça se provoque, on le recherche. Mais bon, un boxeur préparé, entraîné, qui a une bonne condition, il est censé ne pas prendre de chaos. Donc, on a constaté que c'est dans la 3e minute qu'il y avait le plus de chaos, dû à la fatigue. Donc, on en revient encore à cette histoire du physique et de la condition. Donc, qui crée des erreurs et des ouvertures. Donc, dans les premiers combats, de 0 à 5 combats, on est sur du 3 fois 2 minutes, format qu'on appelle novice. Et ensuite, on peut passer au combat en 3x3 sans casque. On retire le casque. Donc, voilà, c'est une partie un peu règlement de la boxe. Et tu vois que ça aide les boxeurs à s'engager en compétition? Ils font moins d'erreurs en allant petit à petit comme ça? Ça les aide à s'acclimater. Enfin, c'est surtout, j'en reviens au danger en fait, hein. C'est surtout que il faut un 3x2, ça paraît déjà très long, hein. Un 3x2 minutes, les premiers combats en 3x2, c'est très très éprouvant, très épuisant, et parce que c'est un sacré rythme en fait. Oui, c'est très intense comme effort. Ouais. C'est très intense. Et après, ça les met un petit peu, ça les acclimate, et après, ça leur donne l'accès au 3x3. On va dire plus facilement. Lisa, tu voulais ajouter quelque chose sur le 3x2 ou 3x3? T'es passé en 3x3 ou pas encore? C'est ça. Pas encore. Non. Ok, d'accord. Donc, la parenthèse, c'est ça justement, c'est que la boxe féminine ne fait pas de 3x3. Donc ça bouge beaucoup, les règlements changent d'une année à l'autre. Il me semble que récemment il y avait eu un petit peu des 3x3, mais ils sont repassés au 4x2 je crois chez les élites, ça change souvent. Voilà. Pour l'instant elle est toujours en 3x2 minutes, puisqu'elle est de toute façon toujours pas élite, mais ensuite en élite, ce sera confirmé, je ne sais pas où ils en sont, mais il me semble qu'on est sur des 4 rounds de 2 minutes, ou peut-être qu'ils ont maintenu 3x2 sans casque. Donc tu as à la fois les catégories de poids, mais aussi les catégories d'expérience qui entrent en jeu. Tu mets pas un boxeur qui a fait 50 combats contre un débutant qui a fait 5 combats. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a les catégories d'âge aussi, il y a les équivalences. Normalement, un boxeur qui vient je sais pas, du Muay Thai et qui a 15 combats en Muay Thai, il est censé les déclarer. Donc, il peut pas non plus venir dans la logique et s'engager en 3 fois 2 minutes novice. S'il a et faire de la chair à canon des autres. Et ça, la Fédé de boxe le prend en compte quand même, l'expérience acquise dans d'autres disciplines de boxe. Alors, oui, elle le prend en compte. Elle demande au club justement de déclarer les boxeurs qui ont une expérience soit à l'étranger, parce qu'on a des boxeurs aussi qui viennent de l'étranger. Quand on vient d'un autre pays et que dans notre pays on a fait 50 combats, ça serait bien de
Ouais, de le de dire. le Ouais. déclarer, de faire preuve de bonne foi et de dire qu'on a beaucoup de combats ailleurs et pour intégrer des championnats qui sont adaptés à notre niveau. Parce que leur objectif de ne pas déclarer, ce serait de se faire un palmarès monstrueux en France sur le dos des débutants, en gros. Oui, et le problème, c'est le danger. On en revient au risque, hein. Ça reste un sport, même si c'est un sport de combat, même si on connaît les risques en montant sur le ring, voilà, il y a quand même un minimum de... Ouais, un minimum de gestion des risques, ouais. Ok. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour l'un ou pour l'autre, le fait que maintenant ce soit une grosse mode du MMA en France pour la boxe anglaise ou pas du tout? Est-ce que quand vous dites je fais de la boxe, on vous parle aussi d'autres sports qui sont plus en vogue, à la mode ou pas du tout, Louisa? Ouais, quand même, je trouve le MMA, il a une grosse place quand même maintenant, je trouve. On entend pratiquement parler que de ce sport de combat et des gens justement qui connaissent pas forcément de sport de combat, la première chose à laquelle ils pensent, c'est au MMA. Le MMA, ça plaît beaucoup, c'est en vogue. Quand on parle de sport de combat, ben, il y a sport, mais il y a combat aussi dedans. Et le MMA, pour moi, c'est un peu le combat pur, hein, en fait, hein. Si deux personnes en viennent à se confronter physiquement en pleine rue, ça ressemblera généralement plus à du MMA qu'à de la boxe anglaise, normalement. Oh. Normalement. Il y aura toujours quelqu'un pour accrocher l'autre, attraper. On a des vêtements, on est un peu en kimono quelque part. Je pense que ça, c'est une idée reçue. Parce qu'à mon avis, la plupart des combats dans la rue, ils se règlent en 3 secondes avec une droite. Donc ça ressemble plus à la boxe. Alors, ça commence par... Ok. On va dire que ça va commencer par de la boxe, puisque je pense que l'arme de prédilection de l'être humain, ça va être les poings, généralement. Donc ça va commencer peut-être avec des coups de poing, mais ça peut vite virer à la saisie, à l'accrochage, à la lutte, parce que la lutte aussi, les gens se maîtrisent en s'accrochant. Pour moi, la boxe, c'est le noble art, parce que c'est justement l'art de maîtriser son arme de prédilection. Donc c'est ce qui la rend, pour moi, à mon sens, attention, hein, plus belle, plus propre, quand c'est bien fait. C'est toujours pareil, hein. On peut avoir un combat de boxe un petit peu chiffon et un combat de MMA propre, avec un beau visu, et l'inverse. Mais quand ça s'accroche, ça se tire, ça se monte en l'air, ça se jette à droite, à gauche, généralement, ça se chiffonne plus. Ouais, ouais. Et t'as vu une évolution de ton profil d'élèves dans le club, des gens qui viennent du MMA, du karaté, d'autres sports, ou c'est resté globalement similaire à ce que t'as connu quand t'étais débutant? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup ce multicarrière, en fait. Les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus, comme à l'époque, des personnes qui rentrent dans une discipline par passion et qui s'y tiennent jusqu'à la fin. J'ai beaucoup d'aventuriers. Moi, j'appelle ça des aventuriers parce que ils peuvent débarquer, faire une saison de préparation d'entraînement dur avec toutes les convictions qu'il faut pour devenir un bon compétiteur, rentrer en compétition la saison qui suit, faire des bonnes ou plus ou moins bonnes, même mauvaises choses. Mauvaises, ça n'empêche pas la progression, hein, mais bon, ils vont faire un parcours amateur, puis on passe à autre chose. On devient Et est-ce que c'est pas dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à fond dans leur loisir, mais pour eux ça reste du loisir, c'est pas une conviction ou un projet de carrière ou... Oui, je pense que c'est ça en fait, ils sont moins rêveurs, enfin je sais pas, ou plus rêveurs, peut-être qu'ils ont plus d'attentes, ils sont pressés. Il y a aussi plus de choix qu'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces disciplines. Aussi, oui, avec la communication, Internet, tout ça, on voit tout et on a peut-être envie de tout faire. C'est dans les mentalités, je pense, hein. À l'époque, on avait un travail, quelqu'un qui changeait de boîte, qui allait travailler dans une autre entreprise, c'était dingue dans une vie de changer d'entreprise. On retrouve des types qui arrivent de... Moi, j'en ai qui arrivent du karaté, qui font de la boxe, puis j'apprends après qu'ils sont dans le JJB, tu vois. Et pourtant, ils auraient pu faire des très bonnes choses en boxe, en fait. Ça n'a pas modifié ta manière d'enseigner ou de les traiter, par exemple, des gens qui viennent avec les défauts du karaté ou du MMA ou pour la boxe, des fois, certains trucs, c'est des défauts. Bien sûr. Donc, on va chercher à corriger. Sur ça, quelqu'un qui a jamais boxé, on va lui apprendre la boxe. Quelqu'un qui a jamais boxé, qui par contre arrive avec des notions de karaté ou de boxe-aïe, on va lui faire prendre conscience de ce que ça peut lui apporter de bon, mais surtout, on va lui faire prendre conscience de ce qui est mauvais pour la boxe et chercher à le corriger. Mais ça, mon rôle d'entraîneur, en fait, ça reste le même. Et il faut pas que je pense à ça, moi, parce que sinon, ça peut avoir une influence sur mon approche et c'est pas bon. Je dois rester dans mon rôle j'ai un boxeur en face de moi, je l'analyse, peu importe d'où il vient, ce qu'il a fait, et je dois en faire ce qui doit devenir à mon sens. Tu as des gens qui ont des défauts, je sais, des défauts.
c'est impossible à corriger. Quand tu as répété 5000 fois un truc qui n'est pas adapté pour un certain type de sport, par exemple, tu as des karatékas qui ont la garde basse. En karaté, la garde est basse. Et ça fait 3 ans qu'il fait du karaté, il se ramène en boxe anglaise. Ça fait 3 ans qu'il a la garde basse. C'est impossible à corriger. Mais c'est toujours pareil, il y a défaut et défaut. Un défaut qui va le mettre en danger total, et tant qu'il n'arrivera pas à le corriger, ben moi j'éviterai en tant qu'entraîneur, c'est une question de responsabilité, j'éviterai de le mettre en danger en l'amenant sur un ring, parce que le ring c'est dangereux. Maintenant s'il arrive à le corriger, ben oui, on va continuer à avancer, mais tant que c'est pas réglé, on va continuer à s'entraîner. On va continuer, on va éviter de l'exposer au risque. Maintenant, ça fait 4 ans que tu fais de la boxe. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais mieux qu'avant, que tu vois que ça s'est amélioré? Par exemple, je sais que les gens, ils ont peu de retours sur eux-mêmes, mais tu dis, putain, les jabs, maintenant, c'est devenu de la folie furieuse, j'arrive à toucher avec, alors qu'au début, pas du tout. Est-ce que tu as vu une vraie progression de ton efficacité? Oui, quand même. Bon, après, je pense qu'on est toujours un peu dur avec soi-même. Je pense que oui, justement, le jab, c'est vrai que je pense que c'est quand même un point fort que j'ai d'avoir déjà une bonne allonge. Et à l'entraînement, Aaron, il me le répète souvent, ton jab, c'est de la répétition dans la tête, ça reste. Et puis, du coup, oui, c'est ce que j'essaie de travailler. Donc, je pense que oui, il y a quand même une bonne évolution sur ça. Et sur d'autres techniques, par exemple, même défensives, tu te disais au début, putain, j'arrive pas à bloquer, je sais pas, les crochets au corps ou ce genre de truc. Et puis finalement, petit à petit, ça rentre. Les blocages, oui, je pense que ça, je le ressens parce que c'est à partir du moment où on commence à prendre des vrais coups en boxe qu'on n'a pas forcément à loisir. On se dit, en fait, on n'a pas le choix de se protéger. Et c'est là où, oui, c'est se protéger, bloquer, être solide, en fait. Et ça rejoint aussi de se renforcer un peu musculairement aussi. Je pense que c'est important pour Et tu as vu donc une vraie évolution sur ces années de pratique? Oui. Surtout, beaucoup sur la défense aussi. Et ça, c'est le fait de pratiquer, d'être face à différents profils aussi, de personnes qui font un peu attention de mettre des coups, ou d'autres personnes qui, eux, ils y vont, ils envoient des coups, et là, on n'a pas le choix, c'est vraiment se protéger. Et les blocages, en fait, c'est efficace. De toute façon, c'est la manière de défendre quand même assez... La plus efficace, je pense, un bon blocage. Ouais. Ok, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois des boxeurs qui évoluent même sur un temps relativement court, quelques années, 2-3 années, où au début, ils n'arrivent pas trop, et puis petit à petit, tu pourrais même les envoyer en compétition les yeux fermés, tu te dis, là, ça marche bien? L'évolution, elle se fait par la régularité et l'implication, en fait. Donc, et oui, la différence entre quand on arrive du loisir et la compétition, c'est qu'il y a cet enjeu, donc il y a beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de rythme. En fait, ça va changer en fonction du rythme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la Louisa d'aujourd'hui, si je lui demande de retrouver un rythme loisir, elle va être beaucoup plus performante, elle va réussir à faire beaucoup mieux les gestes, beaucoup mieux gérer des situations d'opposition parce que le rythme et l'intensité sera plus basse. Donc automatiquement, en termes de timing et de repères, on est beaucoup mieux. La difficulté, c'est ça, hein, c'est le changement de rythme, la progression, l'intensité en fait. Moi, j'ai une théorie que tu connais peut-être, on en a parlé une fois, c'est que toute la boxe, c'est de la défense. Il n'y a pas vraiment tout ce que tu apprends en boxe, c'est de la défense. Tu apprends un mec à mettre son jab, tu vas lui dire, bon, colle l'épaule, laisse l'autre main en garde. Tous les mouvements, même les mouvements d'attaque, tu vas lui apprendre que de la défense pratiquement. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait le résumer comme ça. Alors, bien évidemment, il faut quand même attaquer. Mais oui, même dans l'attaque, on va toujours penser de défense parce que il y a toujours la réplique de l'autre. Ça se passe en 3 minutes. Donc, il y a toujours des possibilités à l'autre de s'exprimer. Et donc, vu que lorsqu'on frappe, on s'ouvre, il ne faut pas frapper n'importe comment. Il faut éviter d'avoir des coups trop larges. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un, j'en reviens au MMA, qui vient du MMA avec des grands mouvements, on va essayer d'un peu plus le rendre un peu plus étanche, un peu plus hermétique. Et quand on frappe, on va essayer justement de rester en protection pour s'exposer le moins possible. Donc oui, en quelque sorte, on est tout le temps défensif. Maintenant, moi, je fais une différence entre la boxe d'avant, la boxe d'aujourd'hui, puisque ça évolue. Moi, la grande différence entre les deux boxes, c'est que pour moi, à l'époque, on cherchait à détruire. Quand je regardais des boxeurs, je regardais des vidéos des années 60, les gardes et les moyens de défense, c'est pas trop ça. Ça vient beaucoup au rapport de force. Et cherche à se détruire pendant, c'était 15 rounds à l'époque. Les types, ils finissent avec la tête. Tout passe presque. c'est une épreuve de résistance. Pratiquement une toi, une moi. Ouais. C'est ça, c'est de la résistance au coup. Et vraiment, ça cherche à se détruire. D'ailleurs, la boxe a fait peur à beaucoup de monde pendant des années parce qu'on voyait un boxeur comme quelqu'un qui venait s'arracher la tête. Et entre-temps, il y a eu une progression défensive. Et aujourd'hui, on ne cherche plus forcément à détruire, mais on cherche à construire en fait. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, la défense est devenue beaucoup plus importante que l'attaque. C'est vraiment primordial, la défense en boxe. Et tu vois beaucoup de combats, moi en tant que spectateur, je les vois, on se fait un peu chier parce qu'il y a beaucoup de défense et ils se marravent plus comme avant. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben c'est ça, c'est toujours. On évolue, les choses changent, on s'adapte, ça fait du bien et aussi du mal. Donc il y a toujours du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait beaucoup de coups, qu'on perdait par KO. Donc on a progressé défensivement. On a cherché du coup à partir de tous ces moyens de défense à construire nos combats plus que chercher à détruire. Donc on construit, qui dit construction dit réflexion, moins d'engagement. Du coup, on va peut-être mettre l'attaque un peu plus en retrait. Et ça peut être aider aussi le MMA, du coup, un sport où on se rentre beaucoup plus dedans, où il y a beaucoup plus de sang. Ça a aidé peut-être le MMA à remonter parce qu'on a eu des boxeurs qui sont d'excellents boxeurs, mais qui ont peut-être mis trop l'accent sur la défense au point de lasser certaines personnes. On a peut-être perdu un public. Le spectateur, il vient voir un combat. Exactement, il vient voir un combat. Donc si on n'est pas combatif dans un combat, c'est un peu un non-sens et ça peut être ennuyeux, oui. Ce que j'appelle le mot de la fin, s'il y a un conseil, où je vais d'abord me tourner vers Louisa, s'il y a un conseil que tu aimerais donner à une jeune pratiquante qui voudrait s'initier à la boxe, quelque chose que tu voudrais lui dire? Je lui dirais de se lancer, même si elle n'a pas l'objectif de faire de compétition ou quoi. Je trouve que la boxe, c'est un beau sport et c'est un beau défi, même pour une femme, je trouve, où on est peu représenté quand même dans ce milieu. Donc je lui dirais de se lancer et de profiter, parce que c'est pas que des coups, c'est pas que de la bagarre, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est une belle découverte. Ok. Aaron, même chose, s'il y a un conseil ou une idée que tu aimerais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la boxe? Pareil, je dirais, lance-toi. Lance-toi, essaye et donne le meilleur. Après, ça prend pas. Il faut se donner les moyens et il faut pas avoir de regrets. Il faut tenter, il faut pas se réveiller 20 ans après en se disant j'aurais aimé faire de la boxe. Si on a une envie de faire de la boxe, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de salles de boxe, beaucoup de possibilités de pratiquer et des versions différentes, loisirs, compétitions, bref. Donc il y a de quoi faire. Aaron, Louisa, merci beaucoup. Et Merci. puis je dis aux Merci. auditeurs à bientôt sur la chaîne de Bulle de Édition pour un nouvel épisode du Martial Azure Podcast. 1, 2,